On va, on commence l'enregistrement. Ok, então, vamos lá. Bom dia a todos. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Je m'appelle Sabrina et je travaille au marketing de la maison d'édition Blucher. C'est un honneur d'être avec vous pour le lancement du livre Lacan et la Vergogne du psychanalyste David Bernard et avec la participation de Dominique Fingerman. Tous les renseignements pour l'achat du livre se trouvent sur le dialogue et l'événement aura une traduction simultanée du français vers le portugais, Clary qualifié, et vous pouvez envoyer vos commentaires ou vos questions sur le chat. Je passe à présent la parole à Sheila Finger qui va commencer donc cette rencontre. Bonjour, soyez tous et toutes les bienvenus. Nous espérons avoir une matinée sans honte avec une bonne conversation. Luciana Guareschi avec David Bernard ont organisé cette rencontre merveilleuse et je passe la parole à Luciana. Merci Sheila. Bonjour à tous. C'est un plaisir d'avoir la présence de David Bernard. Je m'appelle Luciana Guareschi, je suis psychanalyste. Sheila Finger également est psychanalyste. Nous avons eu l'idée d'avoir la présence, d'avoir le livre de David Bernard ici au Brésil et avec Blucher. Ce projet a commencé en 2019 lorsque nous avons eu le plaisir de recevoir David à São Paulo pour une série de conférences. Je le présente. Il est analyste membre de l'école de psychanalyse des forums du champ lacanien, professeur et chercheur à l'université de Rennes 2 en France. Et là, il a sa clinique. Il est l'auteur de La différence du sexe, encore sans traduction au Brésil pour le moment. Et nous avons donc le plaisir de le recevoir avec une brève présentation de son livre et avec une conversation animée avec Dominique Fingerman qui a toujours été enthousiaste de cette communication. Dominique, pour ceux qui ne la connaissent pas, est psychanalyste également, analyste de l'école et fondatrice de l'International des forums du champ lacanien au Brésil et l'auteur du livre La déformation de l'analyste. Il y a plus de 30 ans qu'elle habite à São Paulo et à présent, elle partage son travail entre le Brésil et la France. Bien. Avant de passer la parole à David, je souhaite vous dire que le livre qui est lancé aujourd'hui, c'est un plongeon dans les eaux troubles de ce qu'on appelle la honte. C'est un mot simple, commun, mais comment le définir? Quelle est sa place dans la psychanalyse? Et avant tout, pour quelles raisons elle aurait une certaine opacité dans l'ensemble de la théorie psychanalytique, quoi qu'il n'y ait pas d'être parlant vivant, qui n'est pas ressenti dans sa peau et ses effets également. Lacan nous laisse un message sur la honte. Nous nous sommes tus pendant très longtemps car il n'est pas facile. On n'en parle pas aisément. Eh bien, nous avons ici ce message a été à un destinataire à la hauteur, David, qui revoit toutes les contributions, tous les apports lacaniens et les articule avec la clinique et la littérature et en produisant une ontologie. David, on y va? Merci, Clary, pour la traduction. Merci beaucoup. Je voulais d'abord bonjour à tout le monde. Et puis, je voulais vraiment commencer par quelques remerciements parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir là, à être avec vous aujourd'hui. Je tenais d'abord beaucoup à remercier Luciana Guareschi, sans laquelle je peux dire, je crois qu'il n'y aurait pas eu ce livre. Hein, c'est vraiment partie aussi d'une rencontre qui est venue aussi dans le cadre, en effet, de l'invitation que les collègues du Forum de São Paulo
m'avait fait, donc c'était en 2018, si mon souvenir est bon. Donc je profite à nouveau pour les remercier. Je souhaitais aussi remercier Cicero Oliveira, vous m'excuserez pour la prononciation, pour la traduction du livre. Et puis Clary, Califé pour la traduction, Sheila Finger pour sa contribution aussi aujourd'hui, pour l'aide qu'elle a apportée à la révision de mon texte. Et puis mes remerciements aussi à Sabrina Insera et puis à Dominique Touchon-Fingerman pour, pour beaucoup de choses, mais notamment pour les échanges qu'on aura ensemble aujourd'hui. Et puis bien sûr, mes remerciements aussi aux éditions Blucher pour leur accueil dans cette, et la possibilité vraiment qui me fait grand plaisir et honneur aussi de cette traduction de mon livre donc, pour le Brésil. Je continue directement, ça va pour le temps de traduction ? Ça va. Oui, c'est bon, je continue. Ça va, c'est bon, c'est bon. D'accord. Donc oui, je vais faire une petite présentation de mon livre. Tout d'abord, je commençais par dire que ce livre, il est issu donc d'une thèse au départ que j'avais fait, je ne sais même plus quand c'était, avec Marie-Jean Sauret pour directeur de thèse, que sans doute beaucoup d'entre vous connaissent. Une thèse donc qui était consacrée à la honte. Et finalement, ce qui m'a donné le désir de faire ce travail, ça a été tout d'abord la rencontre d'une phrase de Lacan, ou plutôt de plusieurs de ces petites phrases qui viennent ponctuer cette leçon qu'il a consacrée à la honte lors de son séminaire L'envers de la psychanalyse, en juin 1970. Pour donner un exemple de cette petite phrase qui m'ont comme ça beaucoup frappé, je vais citer celle par laquelle il débutait cette leçon de séminaire. Il dit ceci: « Il faut bien le dire, mourir de honte est un effet rarement obtenu. » Et il ajoutera un petit peu après: « Mourir de honte est le seul affect de la mort qui mérite quoi? Qui la mérite. » Cette leçon de séminaire, par ces aphorismes, finalement, elle a eu d'abord sur moi un effet de désorientation, comme l'a souvent pour moi Lacan. Un effet de désorientation qui a constitué le point de départ de ce travail. Un effet de désorientation au sens où, dans un premier temps, ces phrases de Lacan, ces thèses m'étaient tout à fait incompréhensibles, et en même temps, elles me faisaient signe, dirais-je, signe de quelque chose à déchiffrer qui me semblait tout à fait important, intéressant pour la clinique, mais sans que je comprenne bien en quoi au départ. Et il faut dire que je continue aujourd'hui à travailler à partir de telles désorientations que produisent Lacan, notamment dans le dernier livre, Luciana a bien voulu le citer, le dernier livre que j'ai publié en France, donc, qui s'intitule La différence du sexe, et qui a été l'occasion pour moi de questionner de très près de multiples aphorismes de Lacan sur la clinique de la différence entre les sexes. Des aphorismes, vous en connaissez aussi beaucoup, sur l'homme, sur la femme, et en somme sur les affects de l'être sexué. Et finalement, à cet égard, la désorientation lacanienne, finalement, me semble bien plus intéressante que ce qu'on appelle parfois, en tous les cas dans certaines écoles, l'orientation lacanienne. Ce terme de désorientation, d'ailleurs, m'a rappelé ce que Dominique Touchon-Fingerman a elle-même nommé la déformation du psychanalyste.
expression donc, qui fait le titre de son livre paru en France, et vraiment c'est aussi un titre qui m'avait beaucoup plu. Lacan lui-même, ainsi que je le commente dans ce livre sur la honte, a d'ailleurs pu dire à ses élèves quelques semaines, même pas quelques semaines, une semaine, j'ai vérifié ce matin, une semaine avant cette leçon sur la honte, il disait justement à ses élèves à Vincennes, à l'université de Vincennes, qu'il voulait les désorienter. Et il disait ça au moment même où en France était alors imposée aux universités une loi qui était nommée une loi d'orientation. Donc, c'est évidemment pas un hasard si lui disait qu'il voulait désorienter. Et en somme, qu'est-ce que cette désorientation en psychanalyse, sinon au départ, celle du réel de la clinique qui, outre le fait de nous affecter, eh bien, qui exige aussi de nous, comme praticiens, que nous y soyons ouverts et attentifs. Et par exemple, c'est la raison, je crois, pour laquelle Lacan faisait de l'étonnement une très bonne disposition pour interroger le réel de la clinique. Aussi, est-ce par son style aussi à Lacan qu'il s'efforça à son tour de nous désorienter, au sens donc de nous surprendre et surtout de favoriser chez chacun de nous un désir de lecture au sens psychanalytique du terme. On pourra y revenir tout à l'heure si vous le souhaitez. Telle est aussi la raison pour laquelle, sur le sujet de la honte, comme sur d'autres sujets, son apport à Lacan ne constitue en rien un savoir de type universitaire, un savoir totalisant, un savoir que l'on pourrait synthétiser et ingurgiter. Il y aura en lieu et place de ce savoir, eh bien, plutôt des aphorismes de Lacan, des aphorismes surprenants, énigmatiques, allusifs, et qui, je crois, finalement, suivent plutôt la logique et la structure d'une interprétation analytique. Et donc, mon livre, finalement, se constitue notamment comme une proposition de lecture et de commentaire de ces remarques de Lacan sur la honte, ces remarques qu'il a pu faire au fil de son enseignement. Il a commencé très tôt et jusqu'à ce séminaire L'envers de la psychanalyse. Dans mon livre, finalement, j'aurais en chaque cas tenté de dire comment je les comprends, ces aphorismes, et d'indiquer aussi à quoi ils peuvent nous conduire sur le plan théorique et bien sûr aussi sur le plan clinique, qu'il s'agisse de la clinique du sujet ou de celle du lien social dans notre modernité. Puisque Lacan aura en effet situé la honte au regard de ces deux axes, celui du désir, de la jouissance d'un sujet, et aussi celui du discours capitaliste. Et ajoutons que quelques semaines avant cette leçon sur la honte, donnée lors donc de son séminaire L'envers de la psychanalyse, Lacan confiait justement à son auditoire que très souvent, il avait envie de débuter ses séances de séminaire par de tels aphorismes, mais que d'ordinaire, il se retenait. Il se retenait pour ménager son auditoire. Eh bien, il est frappant de voir que sur le sujet de la honte, cette fois-ci, il n'aura pas reculé. Et la suite de cette leçon de séminaire en témoigne, où sont déroulés, comme en cascade, de multiples aphorismes, aussi définitifs qu'obscurs les uns que les autres, en tous les cas dans un premier temps, mais qui auront depuis marqué, sinon fondé, la possibilité d'un abord nouveau de la honte. Pour donner un aperçu de ces aphorismes de Lacan,
J'en cite quelques-uns donc quelques-unes de ces petites phrases qui m'avaient d'emblée vraiment arrêté. Il dit par exemple, la honte, Luciana vient de le citer, la honte, on s'en est longtemps tu, ce n'est pas de cette chose dont on parle le plus aisément. Ou bien encore, c'est une honte, comme disent les gens, et qui devrait produire une ontologie, orthographiée enfin correctement. Ou encore, mourir de honte donc. Ici, la dégénérescence du signifiant est sûre d'être produite par un échec du signifiant, soit l'être pour la mort en tant qu'il concerne le sujet. Autre exemple. La vie comme honte à boire de ce qu'elle ne mérite pas qu'on en meure. La honte, c'est peut-être bien ça, le trou d'où jaillit le signifiant maître. Encore, faites une tranche, comme on dit, cet air éventé qui est le vôtre, vous le verrez buter à chaque pas sur une honte de vivre gratinée. Et un dernier, ne rechignez pas, vous êtes servi, vous pouvez dire qu'il n'y a plus de honte. Au terme de ce travail, finalement, il m'est apparu donc que Lacan proposait comme un retour à la honte, dans la ligne de son retour à Freud. Cet affect lui sembla si décisif pour la clinique de l'être parlant qu'il en vint en effet à proposer, non sans lien avec Heidegger, ça je m'en suis aperçu après ma thèse, qu'il en vint à proposer donc ce concept d'ontologie à écrire donc avec un H. Ces différents développements de Lacan m'auront au terme permis de démontrer en quoi cet affect éclaire en effet des points majeurs de la clinique. Qu'il s'agisse de la clinique avec les enfants et de la place qui tient le phallus, ou de la clinique du fantasme et de ce à quoi reconduit son aveu. Qu'est-ce donc en effet qu'un instant de honte, sinon une sorte de traversée sauvage du fantasme, au bout de laquelle le sujet s'éprouve tout à coup réduit à n'être rien, est-ce barré, sinon ça, cet objet petit a, c'est-à-dire l'objet même de la honte. Enfin, la petite phrase de Lacan nous indiquant qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus de honte, en même temps qu'il y aurait cette honte de vivre gratinée qui affecterait chacun en secret, m'a conduit donc à questionner la place de cet affect dans le discours contemporain. Il m'est alors apparu en quoi cette absence de honte renvoie finalement, selon Lacan, à l'infatuation du sujet moderne. Cette promotion du moi, en quoi consiste la logique du discours capitaliste, dont j'ai essayé aussi de questionner dans ce livre les effets dans ce qu'on appelle aujourd'hui le monde du numérique. Enfin, la honte de vivre, en ai-je conclu, n'est autre chose que l'effet de cette promotion, de cette valorisation permanente et surmoïque du moi. En cela, la honte apparaît comme un des affects signes de l'égarement du sujet moderne, quand celui-ci s'égare de son désir pour mieux se conformer à la demande de l'autre. Et il me semble que les passions identitaires, extrémistes d'aujourd'hui pourraient en être un autre effet. Par où chacun voudrait faire porter à l'autre sa honte de vivre. Eh bien, loin de ce refoulement généralisé de la honte, c'est au contraire un usage possible de la honte dans le cadre analytique auquel Lacan en appelle. Et quand on y réfléchit, finalement,
Est-ce que ça n'est pas là, en effet, un pari de la psychanalyse? Freud, sans doute, ne l'aurait pas contredit. Freud, qui a fait de l'association libre la promesse, dit-il, de ne pas céder sur la honte, mais plutôt d'apprendre d'elle. En témoigne cette anecdote que rapporte Theodor Reich de sa courte analyse avec Freud. Confiant un jour à Freud qu'il avait honte de dire ce qu'il venait de penser, Freud lui avait répondu d'une voix calme: « Soyez honteux, mais dites-le. » En cela aussi, finalement, l'expérience analytique offre à qui le désire d'apprendre de son symptôme. Autrement dit, contre un discours qui voudrait tenir le symptôme pour quelque chose de honteux, de méprisable, disait Freud, méprisable dès lors qu'il résiste au mot d'ordre de la performance, eh bien Freud nous dit qu'il s'agirait au contraire d'en extraire, je cite Freud, quelque chose de précieux pour sa vie ultérieure. Voilà ce que je peux dire pour en guise de présentation de ce livre. Bon, merci. Merci David. Donc j'avais préparé un certain nombre de questions pour pouvoir dialoguer avec toi, mais j'ai l'impression, je ne sais pas si Luciane confirme ça, que j'ai pas beaucoup de temps. Je n'ai pas beaucoup de temps pour développer les questions. Donc je vais quand même d'abord écourter les remerciements, mais te remercier et remercier les éditions Blücher pour cet effort de publication des auteurs qui nous orientent et nous désorientent dans la psychanalyse, dans notre pratique de la psychanalyse. Et puis, effectivement, je te remercie pour ce livre qui est le premier qui est traduit en portugais. On espère que les autres seront traduits aussi. Luciana a cité la différence du sexe. Je voudrais aussi citer Lacan avec Wedekind, une autre lecture de l'adolescence que tu as organisée, mais auquel tu as énormément participé aussi avec tes textes et qui sont vraiment deux références qui nous intéressent particulièrement dans notre clinique. Et donc, merci David pour ce livre. Moi, j'admire toujours les gens qui font des livres pour leur générosité. Et je te remercie pour le sérieux de développement que nous allons pouvoir apprécier maintenant en portugais, et comment tu déplies cette question de la honte, dont on ne parle pas trop, comme si, quand on a parlé de la honte, on révélait, on dévoilait quelque chose de sa propre honte. Donc, comme si une sorte de pudeur, donc tu as beaucoup parlé et bien parlé aussi, voilait ce qui pourrait s'en révéler, si on prend la parole pour parler de la honte. Je voulais te remercier quand je parle de ta générosité, c'est parce qu'on a l'impression que tu ouvres ta bibliothèque et les partenaires avec qui tu as dialogué pour construire cette thèse, et c'est impressionnant. Alors vraiment, moi j'ai vu une espèce de gai savoir. Tu es d'ailleurs quelqu'un d'assez joyeux dans ta transmission, et pas du tout d'une érudition infernale, parce que vraiment tes références sont formidables, parce que c'est la philosophie, la politique, le cinéma, la poésie. Et peut-être, je ne voudrais pas insister sur des questions parallèles, mais ça m'intéresserait un Romain Gary, Rilke, Merleau-Ponty, Dostoïevski. Enfin, on est vraiment emporté par cette conversation que tu mènes avec les savoirs de toutes sortes. Et une petite question, je me demandais si ta rencontre avec Sartre avait précédé ton intérêt sur la honte ou non, si c'était d'abord ta référence à Lacan, et parce que c'est une référence importante on se demande si
si ce livre aurait pu être écrit sans cette référence à Sartre. Hein. Bien sûr, il y a les autres, il y a Heidegger, il y a... Voilà, mais bon, je voulais d'abord, avant de te poser des questions, si j'ai le temps, je voulais rappeler un peu l'organisation de tes propos. Tu déplies donc cette question selon un certain nombre de chapitres que l'on pourrait, à mon avis, résumer en 4 étapes. D'abord, l'abord phénoménologique, hein, de la honte comme instant, mais un instant contingent qui ne passe pas. Donc, c'est l'instant de se mourir de honte, qui exhibe la jouissance intime du sujet et qui fait de cet instant un moment ontologique. Donc ça, c'est un premier développement. Le deuxième développement, c'est la honte comme structure, comme temps structural qui concerne tout être humain, indépendamment des circonstances, et que les contingences ne font qu'actualiser et dénoncer. Donc ça, ce serait un deuxième développement. Le deuxième, ce que tu développes ici, c'est ce que Lacan a nommé l'ontologie, qui est traduit en portugais vergontologie. C'est comme ça qu'on le traduit. C'est pas très joli, et puis surtout, enfin, ontologie, c'était pas, ça rend l'homophonie ontologie et ontologie avec un H. Donc, c'est ce rapport-là structurel, comment la honte a un rapport avec l'être de jouissance de chacun et nous donne un accès à cet être de jouissance de chacun. C'est pour ça qu'elle est ontologique. Troisième développement sur lequel tu as insisté là maintenant, c'est le rapport de la honte avec les discours, et en particulier le discours de notre époque, le discours capitaliste. On va voir si on peut y revenir là-dessus. Puis tu conclus en parlant de la clinique, cette précision clinique de la fonction structurelle de la honte dans les structures cliniques, en particulier dans la psychose, pour le paranoïaque, qui lui attribue, se débrouille en attribuant la jouissance à l'autre, et comment il peut arriver, à partir de l'exemple de Schreber, comment il peut arriver à se débrouiller avec ça en construisant un délire qui lui permet de remettre en place la structure. Bon. Donc voilà, c'est un petit peu comment un abord du développement de ton livre. Et je voulais donc te poser d'abord, reprendre ce premier temps, qui est vraiment très très riche dans les développements que tu nous offres. C'est là où je parle de générosité. Même si pour toi, ça a été un travail de thèse laborieux, pour nous, c'est un cadeau. Donc, tu commences avec cet instant de voir de la honte qui renvoie donc d'un côté au miroir et de l'autre au regard. Et là, tu développes le stade du miroir et qu'est-ce qu'un regard. Tu développes ces deux. Et tu reprends la constitution du sujet depuis le stade du miroir, dans sa fonction d'anticipation d'une unité du corps morcelé par le réel et divisé par l'institution, divisé par le signifiant, et l'instant de la honte serait l'effet de ce regard en tant que le regard perce le miroir. Est-ce que tu es d'accord avec le regard comme regard de l'autre, de l'altérité qui perce le miroir et le désarrange finalement. Et donc le désarrange et déflagre un effondrement de ce qui tenait comme RSI, comme réel symbolique et imaginaire à ce moment-là, dénonçant l'imposture imaginaire, la castration symbolique et la jouissance réelle prise en faute, prise en flagrant délit. Et c'est là où on voit l'importance de déstructuration, de destitution subjective de ce point, ce punctum du regard
hein, comme disait Barthes, qui défait, hein, qui désarrange ce qui était noué. Hein. Et c'est là peut-être une première question, donc plus directe. Tu parles de la puberté, enfin, du vacillement identitaire de la puberté et de l'importance de cet affect de honte à l'adolescence. Est-ce que tu pourrais donc là précisément prendre ce biais, qui est aussi une de tes questions, hein, la puberté et l'adolescence, hein, sur qu'est-ce qui se passe à l'adolescence ou à la puberté pour que le sujet soit atteint par ce regard qui désorganise le nœud identificatoire de l'enfance. Voilà. Alors, ça, c'est premier truc. Il faudra me dire combien j'ai de temps, Luciana, pour ce dialogue. A gente tinha pensado mais ou menos 1 heure, a gente já um pouco atrasado. J'avais pensé à 1 heure, peut-être jusqu'à 11h15, c'est possible? C'est possible, jusqu'à 11h15? Dominique, il faut ouvrir votre micro si vous souhaitez. David? C'est bon? David. D'accord. Merci beaucoup, Dominique, pour ces retours. Alors, j'imagine qu'il faut que je ne parle pas trop vite par rapport à la traduction. Donc, pas hésiter à me dire si j'allais quand même trop vite. D'abord, merci, Dominique, d'avoir parlé de ce thème d'ouverture, parce qu'il m'est cher. Il m'est cher. Moi, c'est une question de savoir le rapport qu'on a chacun avec Lacan, le rapport qu'on a chacun avec la lecture de Lacan. Hein, en tous les cas, pour moi, c'est vrai qu'il y a, dans la lecture que j'ai de lui, il y a cet effet d'ouverture. Et ça, depuis le début, c'est ce que je disais sur le départ de ma thèse. Enfin, ce sont ces aphorismes-là auxquels souvent je commence par ne rien y comprendre et ça me surprend et j'aime voir jusqu'où ça peut nous conduire. Je suis tombé il n'y a pas longtemps sur, par exemple, une définition que Lacan propose du diagnostic d'hystérie. Il dit, qu'est-ce que l'hystérie? Il dit, réponse, vous verrez bien là où elle vous conduit. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose d'enfermant, c'est au contraire quelque chose qui ouvre. Et on ne sait pas où ça va nous mener, mais on y va. Et donc, il y a de ça pour moi dans la lecture de Lacan. Sartre est venu après, mais bien d'autres sont venus après. C'est-à-dire que c'est une rencontre déjà que le texte de Lacan, et puis il y a aussi toutes les autres rencontres à quoi ça ouvre, avec quelque chose en effet d'un véritable questionnement qui est à l'œuvre toujours chez lui, et moi qu'il me plaît d'essayer de suivre. Hein. Il n'y a pas très longtemps, je lisais ce que Deleuze dit de qu'est-ce que c'est qu'une question. Et Deleuze expliquait qu'une question, ça surgit toujours du dehors. Et alors, si on traduit pour nous le dehors par le réel, voilà, je trouve qu'il y a de ça chez Lacan. Et que ces questions ont cet effet d'ouverture, et qu'il n'y a jamais chez lui une réponse qui viendrait refermer une fois pour toutes les questions. Hein, les réponses de Lacan sont des réponses de type psychanalytique, donc ce ne sont pas des réponses comme les autres, ce ne sont pas des réponses qui font autorité et qui referment les choses,
ce sont plutôt des réponses comme l'est une interprétation, c'est-à-dire qui permettent d'entendre autrement et de lire autrement les choses. Donc voilà, ça c'est un premier point sur, en effet, ce gai savoir qu'il y a chez Lacan, qui me touche, moi, beaucoup, vraiment. C'est compliqué de travailler le texte de Lacan, mais moi, il y a des fois, il me fait rire aussi. Enfin, il y a aussi des effets d'humour, de plaisir. Et puisque tu évoquais le gai savoir, précisément, cette gaieté-là, Lacan, il en fait un affect éthique dans le rapport qu'on a au réel. Et il me semble qu'avec la honte, c'est exactement la même chose. Hein. Dans Télévision, comme ça, il prend une série d'affects. Il y a la gaieté, il y a la tristesse, le courage, enfin, il y en a comme ça quelques-uns. Et il me semble que la honte, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il sort ça de ce qui serait un affect psychologique pour en faire un affect éthique, un affect signe de notre rapport au réel. Et alors, signe de quoi? Signe de quoi? Il me semble que là vient... je me redisais ça ce matin, en fait. Ce matin, en préparant un peu l'échange qu'on allait avoir, je me disais, il en parle dans ce séminaire, l'envers de la psychanalyse, c'est là qu'il parle de l'ontologie, et il en parle vraiment comme réponse au discours universitaire et au discours capitaliste, parce qu'à l'époque, il apparente les deux, hein, dans la logique de discours, c'est-à-dire en réponse à la suffisance de l'individu moderne, cette suffisance que le sujet cherche à avoir en se conformant à la demande de l'autre, notamment à la demande, là Lacan parle aussi à des étudiants, donc par rapport à ce que l'université demande, mais c'est plus large que ça. Hein. Et c'est pour ça que je crois que d'un côté, il souligne, il peut dire il n'y a plus de honte aujourd'hui, c'est-à-dire il n'y a plus de honte dans une époque où le discours promeut le moi fort, celui qui croit se connaître, qui croit avoir une substance d'être, sauf que ça se paye. Ça se paye par des symptômes, et donc il dit, refaites une tranche d'analyse et vous allez retomber sur une honte de vivre gratiné. Cette honte-là, il nous dit, ça c'est dans Radiophonie, donc c'est dans les mêmes années, il nous dit que c'est l'affect, la honte, c'est l'affect signe d'une faille de l'être, hein, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il prend le terme ontologie, qu'il ajoute un H. Là où on croit qu'il y a une ontologie, c'est-à-dire là où on croit qu'il y a une substance d'être, Lacan amène la honte. La honte, c'est-à-dire la faille sur laquelle on retombe dès qu'on essaye de se dire en faisant l'épreuve soit de son manque à être, soit de notre jouissance, et donc en chaque cas de notre division. Et ça, moi, je pourrais éventuellement y revenir après, mais ça, je l'ai découvert après, c'est vraiment aussi dans un lien à Heidegger, ça. Je crois vraiment qu'il propose ce néologisme. Alors après, qu'est-ce qui se rencontre dans cette faille-là? Je reprends ton mot, Dominique, d'altérité. D'altérité, c'est-à-dire, certes, il y a l'altérité de l'autre, mais il y a la nôtre, hein, c'est-à-dire la division, notre division de sujets sur laquelle on retombe quand on
on fait l'épreuve, je disais, de son manque à être ou de sa jouissance, hein, l'altérité de la jouissance qu'il y a en chacun de nous. Hein, Oui, j'avais une question, David, sur ouais, l'ontologie. ouais, Je souhaitais que tu reprennes un peu pourquoi Lacan parle d'ontologie, puisque justement, il avait répondu au Jeanne Miller en 64 que l'analyse, enfin, que ne renvoyait pas à une ontologie. Donc là, il la récupère, hein, en ouais, mettant ce H. Mais en même temps, je me demandais si d'autres passions de l'être, hein, comme il les avait appelées, ou d'autres affects, ne pouvaient pas témoigner aussi, hein, de cette dimension de l'être, hein, oui, de cette dimension de l'être de jouissance. ouais. Hein. Donc, est-ce qu'on doit privilégier la honte ou est-ce qu'on peut dire que l'angoisse, mais aussi les autres passions de l'être, permettent d'indiquer ce Oui, même lieu, hein, ouais, de la structure? ouais. Ben, je crois qu'en effet, il y a d'autres affects qui viennent absolument indiquer ce lieu, ce point de la structure. Peut-être que là, s'il amène la honte, c'est que pour le coup, la honte, elle, vient vraiment s'opposer à Oui. l'infatuation du moi fort, tel que Lacan l'a critiqué pendant tout son enseignement, hein, le moi fort, celui qui essaye de se conformer à ce que l'autre demande pour, comme il dit, recevoir sa petite couronne. Hein, et sa petite couronne narcissique. Là, par rapport à ce point-là, vraiment la honte fait signe, hein, rappelle comme tu l'as dit, là, ce mensonge que constitue l'imposture moïque, même si par ailleurs le moi, le sentiment du moi est quand même bien nécessaire aussi, hein, parce que pour les sujets qui n'ont pas ce confort-là, même s'il est momentané, on sait à quel point ça peut être ravageant. Mais en tous les cas, c'est vrai que c'est un affect qui vient comme ça, tu disais, percer l'image, la belle image qu'on essayait qu'on essayait de donner de soi, et en même temps, c'est la thèse de Lacan, hein, on croit maîtriser notre image, mais c'est elle qui nous maîtrise. Donc en cela, la honte, il y a un effet salutaire de la honte, et de la honte, on peut se servir. Oui. Lacan parle d'une prise de honte, au sens d'une prise d'escalade. Hein. Donc c'est vraiment... Oui. Et alors, essaye de reprendre la question de l'adolescence. oui, Hein. justement. Parce que voilà, qu'est-ce qui fait qu'à l'adolescence, on meurt de honte et on peut en mourir? Ouais. Il me semble que d'une part, à l'adolescence, il y a parce que certes, on dit le sujet n'a pas d'âge. Bon, d'accord, mais enfin, il y a quand même certains âges de la vie. Il y a quand on a 4, 5 ans, il y a quand on a... moi, je n'ai pas une pratique directe auprès de la clinique avec les personnes âgées, mais j'ai beaucoup de collègues qui travaillent auprès de personnes âgées. Là aussi, l'épreuve du réel du corps à 80 ans, les premières chutes, l'image qui vacille, etc., c'est un autre moment important. Et l'adolescence en est un autre, et en est un autre de par la rencontre avec l'altérité du sexe, l'altérité du réel du sexe, à l'exemple dans l'éveil du printemps de Moritz qui fait son premier rêve érotique, et ça nous montre bien comment ça tombe sur le sujet. Lacan, il a une phrase qui m'a beaucoup éclairé par rapport à ça. Il dit le savoir de la castration, voilà ce qu'à 14 ans, on évite mal. On évite mal. C'est remarquable, parce qu'on a toujours pensé l'adolescence comme un apprentissage.
Hein, tout ça est un développement et on passerait étape par étape jusqu'à devenir un adulte adapté. Lacan renverse ça complètement et 14 ans, en fait, ça vous tombe dessus. Ça tombe aussi sur les parents d'ailleurs. Hein. Il y avait une jeune fille qui avait comme ça écrit un texte où elle avait imaginé une conversation entre une adolescente et sa mère. Et dans un moment de crise, sa mère lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu as ?» Et la fille lui répond « 14 ans. » Hein, et donc, voilà, ce réel de la castration qui vient affecter le sujet, le diviser et le confronter à quoi? Et bien là aussi, contrairement à ce qu'on croit, la thèse de Lacan, c'est que ça vient le confronter brutalement au fait qu'il n'y a pas d'initiation. Hein, on a toujours pensé l'adolescence comme une initiation. En fait, la thèse de Lacan, c'est le contraire. L'adolescence, c'est de rencontrer brutalement qu'il n'y a pas d'initiation, qu'autrement dit, il n'y a pas le savoir qui permettrait de dire comment être vraiment homme ou comment être vraiment femme. Et à la place, c'est un savoir qui nous divise quant à la question de notre désir, de notre jouissance, et du coup, qui, là aussi, nous ramène sauvagement, j'ai envie de dire, à l'épreuve de la division avec son affect possible de honte. Hein, et donc, à 14 ans, plus qu'à d'autres âges, on se cherche. Oui, alors donc tu parles de la honte comme une doublure fantasmatique. Hein, je trouvais c'est très la doublure du fantasme. Et donc j'en reviens à la clinique. Donc tu as parlé tout à l'heure dans ta présentation de ton livre, mais peut-être moins, la clinique psychanalytique, peut-être moins dans le livre, hein, d'une remise en place de la honte. Hein. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas associer la traversée du fantasme que permet une analyse, hein, associée ou non à une identification aux symptômes, hein, une affirmation, à une traversée de la honte? Et est-ce qu'on ne peut pas penser une analyse comme produisant un sujet sans honte? Hein, en portugais, ça se dit sem vergogne, qui serait traduit en français littéralement par dévergondé. Donc, ce n'est pas de tout à fait ça qu'on parle. Mais quand même, cette traversée de la honte. Et alors, au lieu de dévergonder, j'utiliserai plutôt le mot impudence. Je sais que tu as aussi travaillé la question de la pudeur et de l'impudence, mais pas l'impudence au niveau de l'impudence produite par le discours capitaliste. L'impudence au sens où Lacan en parle quand il parle de l'impudence du dire. Hein? Donc, est-ce qu'on pourrait donc, je reprends la question au début, est-ce qu'on peut penser le trajet d'une analyse, hein, le parcours d'une analyse, comme aussi un trajet d'une traversée de la honte pour produire cette possibilité de l'impudence du dire. Hein. Pas d'un dévergondage assumé, mais de l'impudence du dire. Peut-être que ta remarque, ça m'inviterait à distinguer deux plans de la honte. Pour ce qui est de la honte en tant que produite par le discours capitaliste, ou pour le dire autrement, la honte produite par le fait que le sujet essaye de se conformer à la demande de l'autre pour refouler son désir, hein, et comment ça vient alimenter la honte, et notamment la honte de ne pas rejoindre
de ne pas réussir à rejoindre le savoir-vivre, comme dit Lacan, le savoir-vivre que prétend imposer le discours du maître, cette honte-là, en effet, je pense que l'analyse permet au sujet de s'en alléger. Hein, de s'en alléger. Pourquoi eh bien, peut-être sur le plan structural, parce que finalement, la différence entre la demande et le désir, c'est que le désir, lui, ne demande pas l'autorisation. Quand Lacan dit le psychanalyste ne s'autorise que de lui-même et de quelques autres, moi, je comprends ça notamment en raison du fait que le psychanalyste s'autorise, c'est-à-dire à partir d'un désir, de son désir, et ne demande pas à l'autre la permission. Ce que d'ordinaire, on fait constamment, en fait. Hein, on demande, enfin, surtout dans la névrose obsessionnelle, mais même dans l'hystérie. Et donc, en cela, il y a une certaine impolitesse du désir. La demande, ça pousse à demander la permission, à se montrer conforme, à être sage pour avoir à la fin le cadeau comme ça de l'autre, la petite couronne, je disais tout à l'heure. Le désir, lui, ne demande pas la permission. En tous les cas, on passe par autre chose que cette demande à l'autre. Donc, en cela, en effet, il me semble qu'il y a un allègement possible de la honte. Voilà. Oui, tu disais en faire usage. Tu as dit dans ton commentaire en faire usage. Voilà. Donc c'est un petit peu comme ça. Comment en faire usage autrement? C'est ça. Voilà. Qu'en mourant de honte. Qu'en mourant de honte, exactement. Et là, pour le coup, l'analyse, parce que un sujet totalement affranchi de la honte, ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que il y a aussi cet autre plan de la honte qui tient vraiment à la condition de par l'être et au fait que, mais tu l'as très bien dit, Dominique, tout à l'heure, je trouve, même quand on essaye de parler de la honte, on y est ramené parce que la honte reconduit à cette parole particulière qu'est l'aveu. C'est un terme important, je m'en suis aperçu, je n'ai pas eu encore le temps de vraiment m'y arrêter chez Lacan, mais que le terme d'aveu. Et l'aveu, chez lui, c'est toujours l'aveu d'une limite. D'une limite, une limite qui tient à un impossible. L'impossible à se dire totalement, hein, parce qu'il y a le manque à être, impossible à dire ou à atteindre la jouissance espérée. Et donc, elle me semble cette honte-là inévitable. Par contre, et ça, on avait ça déjà chez Freud, bien sûr que le point dans l'analyse, le sujet, quand il a le courage, parce qu'il en faut, hein, de dire ce qui lui fait honte, hein, de ça, il peut pour lui en apprendre quelque chose. Et qui lui permette en plus de s'extraire un peu de l'image, du pouvoir de l'image, cette image qu'il essayait de donner de lui à l'autre, hein, pour se faire admettre, se conformer, etc. Parce que, une petite note, c'est que aveu en portugais, j'ai jamais trouvé une autre traduction que confissão, qui a une dimension religieuse et qui fait perdre cette position de l'aveu. Hein, mais ça, c'est une parenthèse, je ne sais pas comment Clarisse s'en est débrouillée. Ça, c'est un point important parce que même en français, on parle d'avouer une faute. On parle d'avouer une faute, mais justement, Lacan, la faute,
Donc là où il y aurait de la culpabilité, là où possiblement il y aurait de la honte, la faute, Lacan, enfin tu sais ça notamment toi Dominique, je crois que tu as travaillé aussi là-dessus, la faute, Lacan la reprend en son sens étymologique, ça vient de la faille. Oui. La faille, donc, Oui. et donc, et c'est ce qu'il dit même, là je relisais cette phrase, hein, il dit à propos de la honte que ça concerne, c'est l'affect de la faille que produit l'étang de se dire. Oui. La faille que produit l'étang de se dire, ça, dès qu'on essaye de se dire, on retombe sur cette faille. Mais c'est une honte liée donc à une faille structurelle et pas voilà. Pas et là, à part ma réflexion sur la traduction d'aveu en confession, hein, qui complique un petit peu ce que veut dire Lacan, je voulais continuer avec ma question, qui est cette question clinique. Parce que finalement, la honte et l'affect de honte, où on meurt de honte, c'est un effet d'une faille, mais que le sujet, avec son enveloppe, avec son fantasme, traduit en faute. Oui. Donc, il y a quand même dans le parcours analytique quelque chose qui va nous permettre de réduire la faute, et donc la honte, à l'aveu ou le consentement à la faille. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Absolument. C'est dans ce sens-là que je pensais qu'il y avait un trajet clinique de l'affect de honte. Tout à fait. Ah oui, je trouve que tu le dis très très bien, de façon très précise. Le pathos du péché, de la culpabilité, de toute l'histoire qu'on s'en est fait, de tout le film qu'on s'en est fait, à la faille, le oups. Vous savez, des fois, quand on a honte, voilà, de petits rougissements très humains finalement. Oui, je pense à tas de choses, mais on n'a pas trop le temps là pour développer. On n'a pas beaucoup de temps. Est-ce que tu voudrais un peu reprendre parce que c'est quelque chose qui, pour moi, bien que tu en parles très bien, n'est pas très très clair. L'effet du discours capitaliste sur cet affect qui renvoie à la structure. Je n'ai pas très bien compris en quoi le discours capitaliste empirait les choses. Pourquoi c'était pire? Ouais. Tel que je le comprends, hein, pour le moment. Alors d'abord là-dessus, je vous le dis parce que je ne sais pas si au Brésil vous avez ce texte, mais en fait, dans l'édition du Seuil, du séminaire L'Envers de la psychanalyse, il y a ce qu'on appelle des impromptus. Des impromptus, donc des dialogues de Lacan à Vincennes avec les étudiants à Vincennes. Oui, on les a traduits. Voilà. Oui. Dans celui-là, il en manque un. Il en manque un qui est qu'on trouve dans la version du séminaire que propose Lally. Et c'est donc un dialogue que Lacan a fait à Vincennes une semaine avant la leçon sur la honte. Là. Et c'est extrêmement intéressant. Je pourrais vous adresser, mais j'en ai une version numérique, je pourrais vous l'adresser au besoin. Est très éclairant, c'est-à-dire, pour moi en tous les cas, c'est-à-dire que Lacan dit finalement aux étudiants que le discours universitaire, mais aussi bien le discours capitaliste, fait d'eux des unités de valeur. Des unités de valeur, alors il le dit parce qu'à l'époque, on parle à l'université d'unités de valeur pour les enseignements, mais évidemment, Lacan, il reprend ça comme une définition possible de l'individu moderne. Hein. Unité de valeur, c'est-à-dire on vaut ceci, on vaut cela. Hein, et Lacan parle d'ailleurs là de numérique, hein, de révolution numérique. Et donc, ce à quoi procède le discours capitaliste, c'est d'une part la promotion donc, du moi, mais évidemment, le moi, en fait, c'est un effet pour gonfler son moi, pour avoir un moi plus fort, il faut toujours plus se soumettre à ce que l'autre demande. C'est ça le moi, la logique du moi. Hein.
rien de plus conforme que le moi qu'on appelle, qui a été appelé par certains psychanalystes le moi fort. Et non seulement ça, mais la logique de ça, c'est d'en faire toujours plus. Le sujet devra en faire toujours plus pour toujours plus se conformer comme ça à ce que l'autre attend. Et donc, d'ailleurs, c'est un toujours plus dont on voit comment le discours capitaliste dans le monde numérique, il manie ça. Il manie ça, c'est-à-dire qu'on compte le nombre de likes, on compte le nombre de vues, et ça devient vraiment aussi une logique comme ça, comptable du toujours plus. Hein. Cette voie-là, ce que souligne Lacan, c'est qu'elle produit toujours plus l'égarement du sujet par rapport à son propre désir et par rapport au réel. Par rapport au réel, parce que c'est une voie qui toujours promet une jouissance harmonieuse, pleine et entière à venir. Et pour Lacan, évidemment que c'est cet égarement-là, c'est aussi un terme qu'il utilise beaucoup, l'égarement, hein, cet égarement-là du sujet par rapport au réel qui se paye par un retour d'affect de honte qui, lui, vient rappeler le réel. Donc, à la promotion du moi fort, à celui ou celle qui se croirait autonome, autre terme que Lacan critique beaucoup, l'autonomie, hein, la honte vient rappeler brutalement hein, à quel point il est un sujet divisé et dont ce qui lui est le plus intime est en même temps aussi logé chez l'autre. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'il articule en fait sous la suffisance du sujet moderne, il y a la honte de vivre. En fait, les deux vont ensemble, quoi. D'accord. On va devoir s'arrêter. Moi, j'aurais pu discuter avec toi plus longtemps s'il ne faisait pas aussi beau dehors. Mais tu as republié, donc tu as publié une première fois ton livre aux éditions du Champ Lacanien, une deuxième fois aux éditions Nouvelles du Champ Lacanien, et maintenant en portugais. Est-ce que tu aurais eu envie d'ajouter quelque chose à ton livre? Non, c'est ce que j'ai fait pour dans la seconde édition, telle qu'elle paraît donc, là au Brésil. Merci encore. En fait, c'est toute la partie qui est longue. Hein, j'ai dû ajouter près de 50 pages en fait, sur le rapport au numérique. Tout ce que je viens de dire là, en fait, parce que ça, je l'ai découvert après la première version de mon livre. Et donc, ça m'a amené à reprendre, à revenir et à ajouter d'autres choses. Ça m'a beaucoup intéressé que de. Ah bon, mais c'est peut-être pour ça que je t'ai posé cette question en disant je n'ai pas bien compris. Parce que je l'ai lu, moi, j'ai lu ton livre dans la première version. Ah oui. Et j'ai ma version brésilienne que m'ont donné les éditions Cher est au Brésil. Voilà. La version brésilienne a tout un chapitre en plus. En fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Luciana, c'est l'heure? Sim. Eu quero agradecer, Dominique. Oui, je vous remercie, Dominique et David, de cet échange. Ça a été très intéressant. Vous avez parlé de Sartre. Ce sont des passages extraordinaires de ce moment de honte, très bien écrit. Et il y en a plusieurs dans le livre, ces petits exemples. Nous vous remercions au nom de Blucher de cet échange et à présent, nous attendons le prochain livre de David, la différence du sexe, et également Lacan avec Wedekind. C'est également très précieux. Oui, merci Dominique. David, est-ce que vous avez quelque chose à dire pour conclure? Un grand merci. Hein. Un grand merci à vous. On a beaucoup critiqué les écrans, Zoom, tout ça.
il y a aussi ce que Zoom et ce que les écrans, le numérique permet aussi comme lien social, hein, et on voit encore aujourd'hui. Donc vraiment, merci à vous. C'était un grand plaisir d'être avec vous et puis de permettre que ce livre suive son cours au Brésil. Merci. En tout cas, c'est une excellente idée, une excellente formule pour lancer un livre que de permettre ce dialogue. Hein? Voilà. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Merci.